Hello, bonjour à tous. Hello tout le monde. Ouais, Bonjour. il y a du son, c'est parfait. Je pense qu'on est bon. Eh ben nickel. Eh ben bonjour à tous. Jérôme, Marco, on s'est déjà un petit peu causé. Non, pas du tout. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette 27e édition, je crois, de It's Time. Ah, moi, c'est l'édition précédente plus un à chaque fois, je sais plus. Ouais. Et puis bon, on cède un petit peu à la hype ambiante. On va parler quasi exclusivement d'IA aujourd'hui. Toujours dans Time Tonic, hein, forcément, hein, on va rester quand même dans le sujet, où on a essayé de torturer un petit peu les, les automatisations IA de Time Tonic, voir comment ça marchait, faire deux, trois cas d'usage différents. Et puis voilà. Donc on a préparé des petits trucs. Si vous avez des questions, des cas que vous avez envie qu'on regarde, qu'on traite, qu'on adapte ce qu'on a préparé, n'hésitez pas, faites signe. Euh, je pense qu'on va pas mal tester, itérer, se planter. J'espère réussir deux, trois trucs quand même. Puis voilà. Comme on dit, on n'est pas à l'abri que ça marche hein, quand on fait des choses. Donc. C'est trop ça. Vraiment. Tiens, Et au puis, fait, Martial, on n'a pas parlé, mais j'ai fait un petit slide très rapide sur les différents types d'IA pour expliquer, pour que les gens aient le contexte, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre. Donc j'ai fait une petite slide, si tu veux. Bah, je peux m'ajouter moi-même, je suis bête. Hop. ouais, parfait. Bah, Donc, nickel. c'est juste pour expliquer, en fait, pour que les gens comprennent bien les types d'IA différentes sur Time Tonic. Je vais essayer de m'inverser les trucs. Alors, il y a l'IA cloud public, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser avec ChatGPT, ou c'est ce qu'il y avait avant les nouvelles fonctionnalités qui ont été incorporées, c'est-à-dire vous avez votre société, vous avez votre Time Tonic qui est hébergé en France chez OVH, et vous faites des appels avec la partie automatisation et appel vers une IA, en gros, et vous allez le faire à l'étranger, aux États-Unis ou autres, hein, OpenAI, Anthropic, Google, etc., tous les modèles, ou Mistral, qui je ne sais même pas où sont basés les serveurs, et bon, je pense qu'ils sont en Europe pour ceux si on envoie en Europe, mais Ils sont au même endroit que les capitaux, non? c'est ça. Enfin bref, on va s'épargner un peu tous ces trucs-là. Donc, en résumé, ça sort de chez Time Tonic pour arriver sur un cloud externe qui peut être basé on ne sait où. Et donc, là, il y a des risques RGPD si vos données traitent des éléments personnels, s'il y a la partie santé, s'il y a des éléments d'information au niveau de l'entreprise assez sensibles qui peuvent être on va dire, vous n'avez pas envie d'étaler sur la place publique et qu'on ne sait jamais où que ça pourrait partir ou qu'il y a des infos qui ressortent quelque part. Donc, c'est pour ça que Time Tonic a créé deux systèmes IA privés et souveraines. Donc, la première version, je pense, c'est celle que beaucoup vont utiliser, hein, clairement, c'est l'IA privée. En fait, là, tout est hébergé par Time Tonic. En fait, vous avez votre PME que vous avez Time Tonic derrière. Time Tonic sous les mêmes serveurs chez OVH, il y a des modèles open source qui sont hébergés par Time Tonic et qui vont servir à traiter avec l'IA de manière sans qu'elle sorte des serveurs de Time Tonic pour faire le traitement. Donc là, au moins, pour le côté RGPD, on est en France, on traite de la donnée, mais elle reste sous le serveur, etc. Là, on en a beaucoup moins de soucis au niveau RGPD. Donc, niveau santé, finance, juridique, industrie. Donc là, comme il n'y a aucun transfert, on peut faire ce genre de traitement. Et après, il y a les serveurs dédiés IA, mais là, c'est pour les très grosses entreprises, je pense, hein, ou les grosses entreprises avec des trucs très très spécifiques où ils ont développé des modèles un peu spécifiques pour traiter leur data métier. Et ben là, ils peuvent héberger vos propres modèles sur les serveurs Time Tonic. Et je ne sais même plus s'ils peuvent le faire en autre.
ils pourront le faire en auto-hébergé aussi, je crois, hein, que c'est l'API qui questionne direct. Mais tout ça, ça demande un développement spécifique de toute façon, et puis c'est vraiment attitré pour les grosses entreprises. Donc, je ne pense pas que ça, enfin, le serveur IA dédié, c'est très ciblé sur certaines entreprises, mais c'est bon à savoir que ça existe. Je ne sais pas si vous avez des choses à en mettre en plus en. Ouais, après, de toute manière, tout ce qui est serveur dédié, que ce soit autant IA que pour faire tourner TimeTonic, dans tous les cas, c'est discussion avec TimeTonic sur les modalités de mise en place, etc. Ça, il n'y a rien de standard, on va dire, sur ce fonctionnement-là. Et donc, Olivier, tu as dit Mistral utilise des serveurs basés en Europe, appartenant à Microsoft et Google, donc le souverain, voilà. Mais c'est sûr, de toute façon. Ouais, c'est la moins américaine des IA, Mistral. Ouais, c'est ça. Mais bon, les capitaux sont un peu américains, Les serveurs sont américains, et bon, serveurs, enfin, c'est les technologies. Après, il faudra voir vers où ça va dans le futur, quoi, Mistral. ouais. Bah, justement, il me semble qu'il devait avoir un data center qui va être construit au sud de Paris. Ouais, mais après, sur quelle techno est-ce que tu vois, Après, ouais, ça, je sais pas. Ouais. Bon, après, de toute façon, je pense que Mistral, ils doivent aller là-dessus parce que c'est un des seuls et je pense qu'ils ont un gros marché à prendre là-dessus s'ils arrivent à faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils iront vraiment ou est-ce qu'ils vont se faire racheter par je sais pas qui va mettre X milliards? On ne sait pas. Alors, Olivier dit. Et puis, du coup, sur les serveurs d'IA, enfin, sur l'IA privée, ouais, tu en as parlé un petit peu des modèles, j'ai pas. Ouais, Ouais, je me suis pas étalé dessus, ouais, c'est vrai. ouais. En fait, il y a 6 ou 7 modèles. De toute façon, on va revenir dessus un petit peu dans les démos qu'on va faire. Il y a 6 ou 7 modèles différents avec des capacités différentes. Ouais. Et sachant que les modèles open source, ça évolue pas mal aussi de ce côté-là, et qu'il y a des modèles de plus en plus performants et qui arriveront petit à petit aussi sur, j'imagine, chez OVH en tant que service et qui vont aussi pas mal s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est ça qu'il faut voir aussi, il ne faut pas voir que l'état aujourd'hui, il faut voir aussi le futur, comment ça va fonctionner et les modèles les modèles open source vont rattraper plus ou moins les gros modèles. Il y a des grandes chances, au moins dans les traitements, on va dire, standards. Et c'est juste une question de temps, en fait, que ça se nivelle un peu, quoi, j'imagine. Après, c'est plus les services qui auront autour de l'IA que les gros vont faire des gros services avec un peu comme Anthropic, avec des produits un peu dédiés. Mais sinon, au niveau des LLM, au bout d'un moment, je pense que ça va se stagner ou au moins ils seront très compétents. Là, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la démarche de TimeTonic, c'est que même si on a accès à un nombre limité de modèles, ce qui est complètement logique, c'est que maintenant, il y a cette possibilité. Donc, en fonction des besoins, en fonction de l'évolution des modèles, ils peuvent très bien remplacer un modèle par un autre, en ajouter un pour répondre à des fonctionnalités particulières. Et tout ça en IA privée. Alors, juste pour montrer un peu schématisé pour les gens, donc il y a dans les automatisations, on a deux sources d'IA, IA privée sécurisée et IA dans le cloud public. Donc, c'est comme ça qu'on va choisir un peu au niveau des traitements et des automatisations qu'on va faire vers lequel on va s'orienter. Donc, cloud IA public, il y a deux façons. On peut utiliser sa clé personnelle ou utiliser les crédits IA de TimeTonic. Donc, on pourra mettre aussi un petit document qui a été fait par TimeTonic pour expliquer un peu tout ça, pour entrer dans les détails des systèmes de jeu, enfin de tokens, hein, on va dire, de jeu. Je ne sais plus comment ils appellent ça, le terme exact. C'est des crédits. Crédit, ouais, crédit. Voilà. On vit toujours à crédit, hein, comme on dit. C'est ça. Donc, les systèmes de crédit qu'il va consommer suivant les prompts qu'on va faire, suivant le modèle qu'on va utiliser, suivant plein de paramètres, en fait, ça va consommer plus ou moins de crédit, etc.
Donc, soit on utilise les clés API, soit on utilise les crédits IA de TimeTonic. Et il faut savoir, ça veut dire quand on a utilisé tous les crédits, ça veut dire qu'on n'est plus crédible. c'est ça. On doit le faire manuellement après. Donc ça se rachètera et tout ça aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi dans les traitements au niveau des crédits IA, oui, c'est que après vous pouvez repasser en clé API personnelle au cas où vous voulez faire certains traitements. Du coup, Jérôme, puisque tu as la main, là, ta démo, tu es parti sur, je sais plus, tu es parti sur de l'IA public? Non, sous l'IA privé, mais on peut vite switcher sous l'IA public. Ouais, n'importe. C'était plus peut-être pour garder la partie IA privée à la fin. Moi, j'ai fait sur l'IA privée. Et puis Marco? Moi, c'est sur l'IA privée aussi, ouais, parce que du coup, c'était par rapport. Bon, de toute façon, le but après, c'est, ça change pas grand-chose dans le conception. Après, c'est les résultats, etc., les IA, suivant le traitement qu'ils vont faire. Mais en gros, juste pour montrer l'IA public, donc là, on va choisir son modèle. On va avoir certains modèles publics qui sont disponibles, Gemini, GPT, DeepSeek. C'est ça. Le problème, c'est que si on garde tous les jeux de mode de Marco, on en a déjà lourd sur les genoux. Hein. C'est ça. Donc là, on les voit là, en fait, sur les modèles, hein, un peu les consommations qu'il peut y avoir en entrée et en sortie c'est pas ce que ça va consommer à chaque prompt parce que c'est aléatoire, hein, suivant la requête que vous faites, mais au moins ça vous donne des niveaux de consommation de tokens en entrée et en sortie. Et que s'il prend en charge ou pas les pièces jointes. Donc comme ça, vous choisissez votre modèle, vous faites votre traitement. On a deux types de sorties, les textes et puis les JSON pour avoir une manière structurée ou non de sortir la donnée. Ça, c'est aussi bien parce que sous TimeTonic, on peut vraiment structurer la donnée, aller mettre dans des champs différents. Donc ça, c'est la partie IA publique. On peut switcher même directement là. Sur la partie privée et sécurisée, on va avoir différents modèles, un Mistral, Llama, GPT OSS, un autres modèles de Mistral, Qwen, etc., qui vont aller plus ou moins consommer plus ou moins de crédit, qui vont être plus ou moins performants et pouvoir accepter ou non des pièces jointes. Donc, je vais peut-être montrer déjà mon cas. Ouais, pendant que tu as la main. Donc, j'ai la main. Par contre, je me disais peut-être si tu arrives à zoomer peut-être un peu plus, je sais pas ce que vous en pensez. Là. Ouais. Ou si c'est... C'est mieux là, comme ça, déjà? Ouais, c'est bien. Enfin, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Alors, je me suis servi pas mal d'IA pour créer ça. C'est vrai qu'il y a il y a aussi, si je voulais en parler, mais des méthodologies aussi qui changent aussi avec l'IA, c'est de s'en servir aussi en amont pour créer ces tables, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une IA de faire des interventions avec des numéros d'affaires, des techniciens, machin, etc. Je lui ai dit de me le faire en CSV et puis comme ça, j'ai réimporté la base directe et comme ça m'a créé des interventions, etc. Donc, c'est pas mal aussi dans ce type-là. C'est juste pour se donner même de la fausse donnée, mais pour faire des essais et tout ça, pour créer ces solutions. Donc là, il m'a créé différentes tables, interventions avec des numéros d'affaires. C'est le technicien, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a remplacé, le type d'intervention qu'il a faite, etc. En résumé, le principe de ce que je veux mettre en place, c'est un client qui me l'a demandé. En fait, c'est que ce client-là, il travaille dans l'industrie, il a des interventions. Et les responsables d'affaires, ils ont plusieurs équipes de techniciens. Donc, souvent, ils ne sont pas au courant de tout. Et souvent, il y a des choses plus ou moins urgentes à traiter, etc. Le but, c'est que l'IA leur fasse un résumé toutes les semaines de quelles sont les interventions qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été critique, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui n'est pas fini, ce genre de choses. Et le but, c'est que l'IA va synthétiser ça plus facilement que d'avoir toutes les interventions dans une vue où on va avoir beaucoup de bruit qui ne va pas nous servir et que l'IA va un peu catégoriser ça et nous rendre digeste, on va dire, assez facilement en une page ce résumé-là. Donc, pour ça, vous allez me dire si vous utilisez des fois les mêmes techniques et tout ça. Mais comme je veux faire un résumé par semaine, j'ai créé un champ de liaison
j'ai créé une table un peu qui va être au-dessus, c'est les rapports semaine d'intervention. Et le but, c'est que j'ai créé une formule qui est year week. En gros, c'est pour avoir la semaine et l'année, et qui va se copier automatiquement dans la liaison rapport semaine, ce qui va permettre que à chaque fois j'ai une tome et à chaque fois qu'il y a une intervention qui est faite, elle va se mettre sur la bonne liaison en fait qui ira de la semaine et de l'année. J'ai pas mis le chargé d'affaires, mais on pourrait imaginer avoir le même traitement. C'est par chargé d'affaires, on a l'année, le tiret, la semaine, tiret le chargé d'affaires, quoi, par exemple. On pourrait imaginer. Ou l'ID du chargé d'affaires. Donc, ça permet de faire des liaisons automatiques vers une autre table, et comme ça, on a déjà toutes les liaisons qui se font automatiquement au quotidien au niveau des interventions. Les tables temporelles, c'est toujours pratique, ça, d'avoir effectivement des trucs comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, on pourrait presque, ce qui serait cool, c'est que de la même manière qu'on peut avoir des tables par défaut, enfin des valeurs par défaut, qu'on puisse avoir une notion d'espace de travail par défaut, qu'on ait des tables par défaut, avec des formules par défaut, que dès qu'on crée un nouvel espace, on ait automatiquement ces tables temporaires qui sont ajoutées avec les formules qu'on a déjà définies. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses comme ça que je réutilise assez souvent dans plusieurs espaces, et du coup, tu les recrées à chaque espace, tu crées la table. Alors que si on pouvait avoir cette notion de table par défaut, et derrière, tu crées un espace et automatiquement, elle serait créée avec déjà les formules. Voilà. On peut rajouter un élément sur la liste des courses. On a toujours des améliorations qu'on peut demander. C'est notre métier. Alors là, comme ça, les liaisons se font automatiquement. Donc là, je n'ai pas fait l'automne. En réalité, j'ai juste fait des copier-coller là, pour moi. Mais on va dire, on imagine que ça se fait automatiquement à chaque intervention qui se crée. Donc, ce que j'ai fait aussi, juste pour avoir une mise en forme et pour en discuter, c'est que j'ai demandé à l'IA de me faire un smart text un peu de mise en forme avec toutes les données de l'intervention, juste pour avoir une petite mise en forme toute simple, etc. Donc, ça a marché, mais il faut juste remapper à chaque fois les champs. Il faut que je les mette bien. Enfin, il faut que je retire une lettre, que je la remette pour qu'ils soient en sélection et que je puisse les sélectionner en tant que vraiment variable. Mais ça marche assez bien quand même, donc ça permet de préparer par exemple sa structure et de le mettre faire par l'IA avec tous les textes, et comme ça tu gagnes du temps, quoi, je trouve. Après, ce qui manque toujours, c'est le smart text par défaut. Ça serait bien qu'il y en ait vraiment un, parce que c'est vrai que on doit refaire une automne pareil pour qu'il y ait une valeur par défaut, enfin des formats par défaut qui se mettent. Donc ce serait. Mais c'est prévu ça. Ouais, les valeurs par défaut, parce que les automes. Oui, tu peux mettre une valeur par défaut. Tu peux mettre une valeur par défaut. Enfin, les valeurs par défaut, j'ai dit une bêtise. Parce que les automes avec les smart text, c'est pas. Non, c'est l'inverse, ça marche pas. Ah, ça marche pas pareil. Je me dis, si tu as réussi, il faudra que tu m'expliques. Parce que... Non, j'utilisais valeur par défaut aussi. Et c'est vrai que d'avoir un smart text type par défaut, quoi, on va dire, dans une colonne, dans un champ, ça pourrait être bien. Ouais. Puis c'est vrai que du coup, les valeurs par défaut, c'est pas. Moi, je trouve que c'est à manipuler avec. Ouais, il faut faire attention entre les vues et les tables. Avec délicatesse, quoi, savoir où. Moi, je sais que maintenant, j'utilise quasiment plus les valeurs par défaut de table. J'utilise que celles de vue. Et quand j'ai des infos dans une, entre guillemets, des valeurs par défaut sur une table, je les mets en automne quand je peux les mettre, quoi. Ouais, c'est sûr. Je fais la même. Je suis pas alors, smart, mais... premier truc que je me suis heurté, c'est que je pensais prendre mes smart texts pour donner à l'IA, mais en fait, comme les smart texts, les valeurs, c'est l'ID qui est noté, pas la valeur du champ. Je n'ai pas pu prendre ça pour faire un traitement par IA. Donc, c'est pour ça que j'ai créé juste une petite formule. Pareil, je me suis aidé de l'IA. Pareil, j'ai pris tous les champs, je lui ai dit même moi les variables de telle façon, et il m'a créé en gros le concat. Au début, j'ai eu un bug, j'ai pas réussi, et après ça a marché. Et donc j'ai mis toutes les variables dans un concat pour avoir l'info digeste pour l'IA pour le traitement après. Donc c'est cette résumé de formule texte que je vais remonter dans rapport semaine. Donc résumé formule texte, et là en fait. Là, j'ai mon année et tout ça de semaine de liaison. Et là, je vais avoir l'ensemble. Je vais mettre comme ça. Toc.
là, je vais avoir l'ensemble des interventions directement mis dans mon champ en texte, en fait. Mm. Donc, c'est ça que je vais me servir après pour le traitement par IA. Donc là, j'ai juste fait un bouton pour que ce soit plus simple pour moi à gérer. Donc, résumé IA, j'ai mis lorsque le bouton est actionné. On fait un traitement d'IA privé. Donc là, j'ai utilisé Lama 3.3, 70B. J'ai essayé différents modèles. Et J'ai pris un des plus gros parce que je voulais faire pas mal de contexte et tout ça. Mais après, on pourra faire un plus petit. T'as constaté des différences, non, dans tes essais entre les différents modèles? Ouais, pour la mise en page et tout ça, il y a certains, quand c'était vraiment des petits, c'était pas tous foufou, quoi, au niveau du résumé. Que quand on est sous des plus gros, il y a une uniformité au niveau de la sortie qui est quand même mieux. Parce que tu vois, Ouais. enfin, sur tous les prompts que j'ai fait quand j'ai fait mes essais, j'ai vu que l'uniformité était un peu mieux et que ça me sortait un peu les mêmes types de rapports, bien structurés, tout ça comme je voulais, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Bon, après, j'ai demandé à une IA de me faire un peu le topo de ce qu'il fallait mettre dedans. Moi, c'est juste pour dire le contexte, hein, c'est pour des responsables d'affaires. Leur but, c'est de faire gagner du temps. Il faut une page max, mais ce qui est vraiment pertinent, etc. En fait, bon, c'est l'IA qui m'a fait un peu le prompt elle-même. J'ai juste rajouté un truc, c'est pour la mise en forme. Je lui ai dit, fais en HTML, parce que je vais utiliser un smart text derrière, en fait, pour faire le résumé, pour que ce soit plus lisible pour le responsable d'affaires. Donc, l'IA m'a fait des exemples de ce qu'il attendait en sortie, et comme ça, moi, j'avais une structure un peu toute faite pour mon rapport. Donc là, c'est ce qu'on retrouve là, il met des exemples et tout ça. Mais d'ailleurs, ça pourrait être pas mal quand si tu as rajouté un bouton, je Ouais. trouve, côté time tonic, peut-être pour améliorer ton prompt. En fait, tu fais une question, on pourrait imaginer un bouton, comment il y a dans certains outils des fois, où il reformule ta question pour l'améliorer, et tu vois tout ce qu'il rajoute, et derrière, ça donne des idées aussi pour. Ouais, et puis c'est vrai que ça t'aide, ça te donne des idées. Toi, des fois, tu oublies peut-être des trucs, donc tu les retires ou tu les mets, tu vois, suivant ce qu'il te propose, et c'est vrai que c'est bien. Et c'est un peu comme les skills, il faudra peut-être un modèle un peu avec un prompt déjà fait pour créer des bons prompts pour ça. Et puis comme ça, ouais, c'est vrai que ça ferait gagner pas mal de temps. Ah oui, après, on pourrait aussi avoir une bibliothèque de prompt aussi, potentiellement, ouais. Mm. Mm. Donc ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Ça éviterait de passer par autre chose aussi pour faire ce prompt-là. Bon, là, j'ai mis en sortie texte parce que là, je voulais juste un sortie texte dans le résumé IA. Et en gros, je vais les supprimer, hein, de toute façon. Et en gros, ça va. Au niveau du temps de traitement, c'est assez rapide quand même pour de l'IA. Puis il y a quand même un peu de contexte et tout ça. Donc, je trouvais ça assez rapide. Il faut attendre quand même un petit peu. Mais Après, là, c'est un compte rendu de toute façon de semaine. On n'a pas besoin d'avoir un retour. On pourrait bah, imaginer que oui, ça c'est arrive ça. dès qu'on passe à la semaine précédente. Et derrière, c'est vrai que même si ça mettait 3 minutes, à la limite, c'est pas très En grave. plus, tu peux automatiser ça. C'est de se dire à chaque fin de semaine, tu vois, Ouais. tu me fais ça, quoi. En gros, dans une vue, tu mets une vue à la semaine, enfin, tu vois, pour faire tes traitements, etc. Il y a moyen. Il y a possibilité. T'as vérifié les chiffres clés, si ça collait bien, si c'était bien le bon Ouais, nombre certains, de. j'ai vérifié pour certains les numéros d'affaires, les textes et tout ça, c'était cohérent. Donc, enfin, on pourra regarder, mais ceux que j'avais regardés, c'était cohérent, en fait. Au niveau des noms, au niveau des numéros d'affaires. Et là, Ah, du coup, j'ai pas fait attention je vois que tu as mis deux couleurs différentes dans les points d'attention. Ça correspond enfin, c'est ce que tu as mis dans le prompt, quoi. Tu lui as dit ouais, si c'est voilà, en en gros, c'est. fonction d'alerte. Toi, c'est ce qu'il y a plus ou moins urgent, quoi. Il a mis du rouge, tout ce qui était plus ou moins urgent sur les points d'attention, quoi. Ouais. Donc, il fait ça assez bien tout seul. Je ferai tout à l'heure, je ferai les totals d'intervention, d'heures et tout ça, voir avec Time Tonic pour voir si je tombe sous Ouais. les beaux totaux, pour voir. Mais en tout cas, ça sort quelque chose de propre. En plus, l'avantage du Smart Text, c'est que tu pourrais imaginer, si le responsable d'affaires, il a d'autres commentaires à faire et puis envoyer à sa direction ou autre, tu vois, enfin, on peut imaginer que l'avantage du Smart Text, c'est que tu peux rééditer directement dessus, ou faire des changements, etc. Donc, ça, c'est pas mal.
Et du coup, dans ton prompt, pour qu'il te mette tu lui as dit qu'il te mette le résultat en Markdown pour que ça sorte correctement dans le Smart Text ou comment Le Smart Text, c'est de l'HTML, donc j'ai dit HTML. qu'il fait tout en Ah HTML. oui, Ouais. ah oui, c'est en Mais, HTML, oui, pardon. Ouais, mais ouais. avec certaines balises qui ne sont pas autorisées. Enfin, c'est pas du. Ouais, alors j'ai fait ça. Enfin, j'ai dit à TimeTonic, je vais lui montrer un exemple de Smart Text, enfin à l'IA, et comme ça, il en a déduit qu'il fallait pas les balises HTML, pas les balises, tu vois, un peu de tête, et qu'il faut juste mettre les. Tu vois, il a mis des exemples là, et en gros, il dit, ça doit être contrainte ici, format de sortie, HTML brut, sans préambule, sans, je connais même pas les backticks. Ouais. Et il dit en gros, tu vois, tu peux utiliser ces balises-là, tu fais des Mm. couleurs comme ça, et tu utilises genre, tu vois, il Ouais. dit que certains, il faut pas les mettre, et puis voilà, quoi. Comme ça, il m'a fait un truc assez simple, et la sortie, elle marche toujours. Franchement, c'était assez bon là-dessus en termes de sortie. Mais là, j'ai fait les autres, et à chaque fois, c'est assez bien uniforme au niveau des sorties quand même. Faudrait que je vois s'il me fait pas à chaque fois un rouge et puis des oranges. À chaque fois, il m'en met un en rouge et des oranges. Alors, je sais pas si. Après, j'imagine que si tu fais uniformiser plus la sortie, limite, il faudrait un smart text. Il y a plusieurs smart texts et tu fais générer du coup en JSON le contenu des plusieurs smart texts qui sont fusionnés dans un smart text à l'origine, quoi. C'est ça. Pour être sûr d'avoir tous les chapitres. Bon, après, ça fait. Faire tes différentes sorties, tes différents smart Ouais, c'est texts, ça, ouais. éditer une doc avec tes différents smart texts aussi. Et on pourrait imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Une fois que le traitement est fait, tu peux séparer, tu peux mettre. Mais en tout cas, le rendu est pas trop mal et je trouve que c'est le genre de choses où l'IA est pas trop mauvaise pour faire des résumés et puis pour avoir de l'info concise et pour les responsables d'affaires, là, dans mon cas. Et je pense que ça va bien leur plaire, ça. Après, il y a toujours des moyens d'améliorer pour automatiser le truc et tout ça, mais c'est plus du time tonic pur, là, ça reste Ouais, assez. après, je pense effectivement que les chiffres globaux, vaut peut-être mieux les calculer d'un time tonic et les remonter. Peut-être que Ouais. ça sera. Après. Ça, c'est sûr, beaucoup plus pertinent. De toute façon, il faudra juste mettre que certaines infos sur tu vois, les résumés au niveau des inters et tout ça, et puis de se dire d'avoir un cadre qui est déjà fait avec TimeTonic et qu'on mette les quelques infos qui doivent être super pertinentes que l'IA traitera tout seul, quoi. Il faut mettre un petit texte en bas de chaque smart text. Attention, c'est contenu non contractuel. Ouais. C'est vrai que Après, c'est vrai que comme tu as Vas-y. fait avec le concat pour récupérer le texte, etc., enfin, que ce soit bien exploitable par l'IA, du coup, ça t'autorise pas mal à mettre des données qui viennent de différentes sources. Enfin, c'est bien, quoi. Ouais, tu Ouais. pourrais imaginer aussi d'avoir des différentes tables, différents. Tu vois, par exemple, si tu as des réunions avec tes clients, bah, d'avoir des résumés au niveau des clients et des affaires. Euh, Ce que j'avais fait pour certains trucs, pour certains traitements IA, c'est que je mettais par exemple une liaison avec les clients, j'avais des bases de paramètres et comme ça, il y avait tout le listing de mes clients et machin, etc. Et quand il devait catégoriser certaines choses, au moins il avait les listings un peu tout près qui étaient des Ouais. liaisons TimeTonic et il pouvait plus facilement faire les bonnes liaisons de manière automatique parce que je lui sortais les listings des clients. Ben, si ça se rapproche de ça, ben, c'est le nom de client là et tu le prends et puis etc. Et ça marche aussi assez bien parce que on avait fait les commandes fournisseurs avec un client et on l'a amélioré. Et tout ce qui est commande fournisseur, il va me chercher le nom, il va me chercher les réductions, enfin les commandes, par exemple, quand il y a des remises. Par contre, tu es sur une liste, quand tu dis ça, tu es sur une liste fixe que tu mets dans ton prompt ou tu peux faire référence à une table. J'ai fait une référence à une table en fait. Ouais, ça marche bien Après, aussi. ça marche bien aussi, ouais. De toute façon, Mm. tant que tu as du texte avec, je le mets en Ouais. format JSON, quoi, limite le truc, quoi. Enfin, en gros, tu as l'ensemble de mes clients et puis tu lui passes en paramètre dans TimeTonic et ça marche bien. Ok, ouais, je me demandais, j'ai pas pris le temps de le tester, mais bon, bah, c'est bon à savoir que ça tourne. Ouais. Mm. Je vais peut-être vous laisser la main. Enfin, Marco, il est parti, je pense qu'il. Ah, je l'ai envoyé faire la vaisselle.
Ah, c'est lui derrière là-bas? C'est ça. Ouais, bah, je vais reprendre la main alors. Ouais. Alors, je suis parti d'un cas, ouais, qui est un peu plus, on va dire, litigieux en termes de privacy. Je suis parti sur un cas RH de recrutement avec, on a une annonce, on a des candidats qui ont envoyé des CV. Et puis l'idée, c'est déjà dans un premier temps d'extraire les infos du CV pour compléter la base Time Donc a priori, rien de bien sorcier. Et puis la deuxième phase, c'est de préparer les scorings, les entretiens en cohérence avec l'annonce. Éventuellement déjà sortir une liste de préférences, d'ordre de préférence entre les candidats. Donc là, c'est le genre de cas où effectivement l'IA privée est pertinente. Alors, toc. Alors, j'ai fait une base très simple avec des candidatures. Mon poste, là, j'ai pris un seul poste Si tu peux avec zoomer une un peu, annonce. Martial, peut-être. Ouais, Si tu peux zoomer un peu, ouais. ouais. Avec. Enfin, au pire, quand tu es Ouais, dans les tops, quoi, surtout. c'est dans l'autre sens. Là, ça doit être un peu mieux. Attends, je vais me mettre l'écran là à côté, comme ça je verrai. Donc, ça sent l'offre d'emploi générée par Claude. Ouais, de toute façon, bah, j'ai fait un peu comme toi, Jérôme, hein. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait offre d'emploi générée par Claude et puis CV généré par Claude. C'est sûr. Donc les numéros des candidats, là, des CV, cherchez pas à joindre les gens, c'est du numéro fictif, hein. Donc on a quatre CV. Entre vite fait, Il a non. changé quand même les designs, tu sais, plus dire, c'est pas les mêmes CV. Ouais, bah, en fait, au début, il m'a généré 4 designs strictement pareils. Je lui ai dit, non, mais n'abuse pas, hein, fais-moi quand même un design un peu différent entre chaque. Euh, ouais, bah Claude, ouais, Sacha Claude, c'est un bon copain aussi, hein. Donc l'idée, alors là j'ai fait les triggers, je les ai fait manuels avec des checkbox pour avoir plus facile à faire des tests et que ce soit, on n'est pas dans le vrai process. Donc l'automatisation est toute simple. Une première automatisation pour ressortir le nom LCV, enfin le nom, prénom et puis les coordonnées. Donc là, je me suis amusé à tester les différents modèles. Donc un petit prompt, et l'idée c'est de matcher, de sortir un JSON et puis de le matcher sur le prénom, nom, numéro de téléphone et puis email. Alors j'ai eu des résultats plutôt variables. Je voulais vraiment tester ce cas parce que alors la contrainte du cas là, c'est que je suis parti en me disant généralement quand on reçoit des CV, c'est du PDF. Donc il faut traiter du document PDF. Donc là, si j'analyse le premier CV, bon. Alors là, je sais plus j'étais sur quel modèle. Donc là, avec Mistral, on voit qu'il nous sort pas très bien il nous met pas le téléphone, il nous met le nom. Bon, voilà, c'est pas Ouais, il fait pas de nom, exceptionnel. Donc là, on a prénom. pris le premier modèle de Liama, où déjà, on a quelque chose qui est un peu plus cohérent en termes de données. Par contre, Pas l'email. l'email n'est pas complet. Et le numéro de téléphone, Ouais, normalement, je il n'est pense pas pas. bon. Là, il finit par 5678. Voilà, vous voyez, là, il finit par 2109. Ouais, C'est c'est peut-être un marrant peu. qu'il invente comme Et, ça. et ouais, il invente alors que il me semble que dans le prompt, Est-ce que ouais. Est-ce que tu as essayé pour les clés d'utiliser des termes en anglais? D'avoir first name, last name, email ou
Ouais, si ça Non, change mais on quelque peut chose. essayer. Email, téléphone, Phone, normalement, ouais, moi j'aurais mis phone. phone, quoi. Ouais, Hop, attends, faut peut-être que je les change. d'accord. Ouais, ah oui, par contre, ouais, faut que tu le changes aussi dans le. Ouais, c'est préférable. Ah bah, il faut mieux, sinon. Et je m'étais aussi, Et petit puis truc. pour les règles en dessous, du coup, tu as aussi utilisé du coup après le mail. Ouais, mais Et j'avais eu aussi, c'est comme on demande des formats JSON, il faut bien mettre pas d'accent, etc. Parce que comme c'est du JSON au niveau ah des oui, trucs, ouais. faut les faire assez comme ça. Parce que je me suis déjà fait avoir sur la prompt où j'avais mis, tu vois, j'avais pas réfléchi à ça et ça buguait à cause de ça, je pense. Bon, là, c'est pas le cas, mais on sait jamais pour d'autres. Mais non, Sacha, c'est pas pour tuer le métier des RH. Il reste quand même ça permet de faciliter la vie, mais tu le sais. Et la preuve, vu le résultat, donc là, on va retenter avec le même prompt et le même modèle. Hop. Ah bah du coup, il trouve plus rien. En plus, le pire, c'est que probablement que le CV, il a été généré par l'IA aussi. Donc, plutôt Ouais. qu'envoyer un CV au format PDF, il faudrait directement demander un CV au format JSON, comme ça serait plus simple pour valider automatiquement. Franchement, quelque Ah, part. mais Les nouveaux tu CV, ça sont des faits CV JSON. connais beaucoup de monde qui envoie des CV en JSON? Ah ouais, moi, demain, si j'avais une offre d'emploi à poster, ça sera en JSON pour la peine. Voilà. Toi, tu les envoies en Python, tes CV. Ce serait marrant d'envoyer Ah oui, vas-y, Ouais. CV en JSON. votre CV, je vous dis, je vous mets le prompt pour l'IA pour voir si je suis un bon candidat. Et tu fais de l'insert prompt, prends-moi en premier, tu vois, t'insères des prompts, comme ça, si j'utilise l'IA, tu vas sortir en premier. Ah, c'est à Ouais, tenter, donc ça, les insert prompts sur des Eh oui. PDF de CV pour essayer de sortir en premier. là, je pense que le modèle, il ne s'est pas traité. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que Ouais, attends, parce que du coup, tu as des modèles qui peuvent pas traiter les pièces jointes, mais tu peux comme. Ah oui, du coup, il est sélectionné, c'est ça? ouais, là, il m'a. Alors, pourquoi il m'a rien remis? Attends, sur la dernière automne, 18h39, ouais, je sais pas si c'était celle-là. Recherche ta page, peut-être. Ah, si, ça y est, ouais, non, c'était un petit problème d'actualisation. Ok, hop. Donc là, on voit qu'il a quand même du mal à. Et nom, prénom, il sait bien les récupérer à chaque fois. Ça pose globalement des essais que j'ai faits, ça pose aucun problème à aucun modèle. Par contre, numéro de C'est marrant. téléphone. Ça m'aurait paru plus compliqué parce que quand tu as quelqu'un qui a un nom de famille, qui a un prénom, ça Hmm. m'aurait paru plus compliqué ça qu'un email. Un email, en plus, tu as toujours la même forme. Après, Enfin, Bah ouais, ouais. après, après, tu vois, comme les noms, prénoms, ils sont dans le. Enfin, ouais, c'est quasiment ça se le trouve, titre à chaque fois du document, quoi. C'est les ouais, premiers et caractères. ça se trouve aussi, c'est la casse aussi qui fait que tu as un uppercase sur le nom et que du coup, Parce que tu vois, à chaque fois, ça démarre par le nom, prénom, enfin prénom, nom, et puis ouais. avec la même, le nom en majuscule complet, quoi. Donc, ouais, et je sais plus les résultats. Donc, pour les numéros de téléphone, c'est pas. Enfin, toc, je crois que c'était le. Et si, ouais, une petite question, et si tu feras en deux étapes, c'est extrais-moi toutes les infos du PDF, et après une deuxième étape, structure-moi ça en une sortie. Peut-être qu'il serait plus pertinent, parce que extraire toutes les informations, il aura peut-être à le faire, et après tu as un autre traitement pour le Ouais, en 2 étapes, ouais. Ouais, catégoriser. Comme ce qu'on faisait avec l'Océan Mistral en public, là, ouais. Ouais. ouais, c'est ce que j'ai un petit peu essayé, mais c'était pas. C'est pas beaucoup mieux. C'était pas beaucoup mieux parce qu'il me ressortait des bonnes infos, mais derrière, il savait pas les retraiter complètement. Alors, effectivement, Sacha, normalement, quand on fait les choses, euh, on va dire proprement, et là, on sait que ça marche nickel, euh, on utilise dans TimeTonic le traiter un document avec Mistral OCR.
Et là, sur des cartes de visite, sur des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Mais il ne doit pas être disponible en version privée, j'imagine, le modèle. C'est pas le Voilà. modèle qui doit être. Parce que là, la contrainte sur le cas-là que je me suis donné, c'est de rester dans les IA privés. Donc après, c'est un petit peu ce qu'on disait suite avec la présentation de Jérôme au début, c'est que là, on va dire le champ est ouvert côté Time Tonic pour intégrer des modèles, pour intégrer des choses. Maintenant, il y a des axes d'amélioration encore. Ouais, les modèles utilisés open source ne sont pas encore au top, je pense. Ouais, Surtout c'est ça, la lecture d'image, peut-être que c'est peut-être un des points faibles sur ces modèles-là. Ouais. Et puis même quand je prends parce qu'en fait, quand on prend des modèles, parce qu'on voit, il y a 2 modèles, Mistral et Pic One, qui prennent en charge les pièces jointes. En fait, ce que ça change, c'est qu'en fait, on lui donne les pièces jointes ici. Alors, par contre, je n'ai pas essayé ça. D'ailleurs, je n'ai pas vu. Et quand ton modèle ne tient pas compte des pièces jointes, tu as quand même le champ pièces jointes qui est disponible? Non. Non, tiens, là, j'en prends un normal. Ça, c'est cool, effectivement. Écoute, ça te masque le champ pièces jointes. Ah ouais, ça Là, c'est bien. T'as pas le champ pièce jointe. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la pièce jointe dans le prompt comme ça. Ouais, mais ça va mettre une URL. Bah, a priori, ça va chercher l'URL. Tu mettais plutôt en permalien, ouais, parce que du coup, ah ouais, je sais pas si c'est. L'URL, elle n'est pas publique, si? Si, elle est publique. Ah ouais? Ouais, il me semble, ouais, puisqu'on arrive à les retraiter. Je les utilise comme ça des moments. Donc là, je voulais essayer un truc, c'est de remettre, ça je ne l'avais pas testé comme ça, la pièce jointe est là. Peut-être. Hop. Allez, on va retenter avec... Je vais supprimer pour être sûr de... Ouais, comme ça, tu vois plus facilement en plus s'il a mis à jour ou pas. Ça n'a pas l'air de... non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais regarder. Ouais, échec. Ouais, c'est ce que ça m'a fait quand j'avais mis des... En fait, ça, l'échec là, ça vient du fait d'avoir mis un PDF. En champ, enfin en URL et tout ça. Un PDF dans le champ pièce jointe. Ah, ok. Ouais, il lit pas les PDF. Ouais, quand on est sur les modèles qui lisent les pièces jointes, ils lisent pas les PDF. Et du coup, ça génère carrément une erreur qui plante le tome, qui plante la lecture. Ah, ok. Ah, ben c'est pour ça alors qu'ils lisent pas les PDF. C'est tous les modèles non, qui font ça, qui lisent pas les PDF. Ah, ok, c'est pour ça que là, il n'y en a que 2 de modèles pièces jointes qui prennent en charge les pièces jointes. Et pour les deux, j'ai eu les mêmes résultats. Ah mince. Ah, ça doit être pour ça que ça doit pas bien marcher, je pense. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait, c'est étonnant parce que quand même les PDF, c'est un des formats les plus standards. Quoi. Ouais. Je ne sais plus ce que j'ai fait, sauvegarder. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai modifié ou pas. Bon, bref. Mais c'est vrai que c'était déjà le cas avant, hein, je m'en souviens chez les autres, tu pouvais pas le faire directement avec ceux qui faisaient les pièces jointes. Il y a des modèles qui lisaient les PDF, tu utilisais ça au début pour après faire un traitement. Donc là, petit message liste de courses à Time Tonic. Si vous arrivez, si ça existe, un modèle que vous pouvez intégrer dans l'IA privée qui lit les PDF, je pense que c'est vraiment le truc qui manque pour que l'IA privée soit complètement exploitable dans des cas un peu limite en termes de privacy. Par contre, du coup, alors après, pour aller à l'étape supplémentaire, donc là, on a l'analyse du CV, on voit que pour récupérer des infos hyper précises, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Par contre, je sais plus si j'ai... Ouais, si, c'est bon. Par contre, là, j'ai une analyse du profil.
avec... c'est un peu petit, là, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Ou en fait, avec l'annonce, eh ben, on a une correspondance entre l'annonce, entre les points faibles, les points forts du candidat, pour faire le matching entre le CV et puis... Alors, effectivement, au vu de la lecture, de la lecture des infos CV, email, on peut se poser la question de la fiabilité de ça. Mais bon, de ce que j'ai regardé, ça... Voilà. En tout cas, quand il me ressort, je vais passer au cas suivant. Quand je fais l'inverse, que je pars de l'annonce et que je demande un scoring des candidats, la hiérarchie des candidats correspond à leur pertinence réelle sur le poste. Tac, alors. Donc, si je fais une analyse, là j'ai fait 2 prompts, une analyse globale et puis l'analyse du meilleur candidat. Préco-candidat, j'ai peut-être été un peu... Ah, voilà. Donc en fait, là, je lui demande de me trier les candidatures et puis de mettre le point fort, le point faible pour chaque candidat. Et pour calcul du score, tu lui expliques comment tu calcules ton score, en fait, comment... Ouais, j'ai expliqué un petit peu. Après, j'avoue, j'ai pas très... Oui, j'ai enfin, pas après, attends, on peut imaginer qu'on peut améliorer. Ouais, les prompts sont très largement améliorables, hein. Tu vois, non, je vais même pas plus expliquer que ça. Je lui ai juste dit de mettre un score à 100. Voilà. Ouais, De toute façon, tout ça, c'est vrai que je l'ai vu avec les cas que j'ai fait, c'est que la qualité du prompt change beaucoup la sortie aussi. Et si tu n'as pas un truc vraiment détaillé avec les exemples, comment faire et tout ça, c'est vrai qu'il perd beaucoup en pertinence. Pour les calculs de score, les exemples, ça marche pas mal. Ouais, d'en avoir au moins 4-5 et dire voilà, j'ai noté ça tant pour telle raison, etc. Pour chacun des exemples. Ouais, je crois que ça marche pas mal. Après, du coup, tu prends de la place sur ta fenêtre d'entrée, quoi. Mais par bon, contre, c'est sûr. Mais après, vu le coût de l'IA, ça a un coût, mais clairement, tu veux qu'il soit plus pertinent que, tu vois, c'est pas parce qu'il te fait un truc vite fait que ça coûte pas cher que c'est bien, tu vois. Tu as envie d'un truc pertinent, au moins dans 90% des cas, quoi. Voilà, et puis là, du coup, candidat recommandé. Ouais, déjà, avec une... faudra lui apprendre à causer le français, là, je sais plus c'est quel modèle. Sacha, il demande si on utilise des skills dans Time Tonic pour l'IA. Non, il n'y a pas encore ces fonctionnalités-là qui sont possibles. Et donc là, je lui ai dit de me recommander un candidat. Pourquoi pas les autres? Et puis, voilà, éventuellement, pour préparer l'entretien, quelques pistes. Donc, voilà. Je suis mitigé par les résultats de mes petits essais. J'avais envie de les faire. Ça m'a montré clairement que ce qui va manquer, c'est l'analyse pertinente des PDF. Mais en tout cas, là, j'ai pu faire ça en restant dans une IA sur une IA privée. Ça sort pas, ça n'entraîne pas de modèle, ça reste sur les serveurs OVH. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce type de cas, un des cas d'usage qui est hyper pertinent d'avoir une IA privée. Ouais, puis après, en optimisant ces prompts et les modèles vont s'améliorer, je pense qu'on arrivera à quelque chose de très fiable, ce genre de cas. Je ne vois pas ce qui pourrait causer de soucis, c'est juste qu'il faut avoir les bons modèles avec les bonnes fonctionnalités adaptées pour faire. Je pense que le mieux, ça serait un modèle vraiment spécialisé OCR qui extracte tout et un modèle que tu fais ton prompt de sortie, enfin ton truc de sortie quoi après. Mais c'est vrai que je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Tu vois, Sacha, là, dans les modèles, alors dans les modèles privés, on n'a pas de modèle d'anthropique. Par contre, dans les modèles publics, on peut utiliser 4.6. Voilà, après, sans les skills. Mais voilà.
On essaye un Quake qui est public, tiens. De toute façon, ça ne change rien. Là. Ouais, bah, tiens, on va rester. Toc. Bah, on va peut-être essayer l'IA public sur les cas qui marchaient pas trop. Ouais. Qui t'a fait? Non, mais juste pour voir, après, c'est déjà Tout à pour se fait. rendre compte, quoi, aussi. Ouais. Allez, on va demander à notre copain Claude. Ah, prends en charge les pièces jointes. Ah, on va voir. Est-ce que... On va essayer quand même en mettant la pièce jointe. Claude, ils sont pas morts, Sacha. Ils vont aller dans l'espace avec SpaceX. Donc, ils sont pas morts. En fait, ils vont remplacer Claude par Grok. Non, bah là, je pense que j'ai fait planter le tome en mettant la pièce jointe. Ouais, voilà, j'ai un échec parce que j'ai mis le PDF. Et tu as encore des crédits avec ça? Ouais, parce que je crois qu'il t'a dit que tu n'avais plus de crédit. Apple Vista. Tu crois déjà? Oh non. Ah ouais. Ah non, mais batterie provider. Ah non, c'est batterie. Ah non, c'est le fournisseur qui retourne une erreur. C'est pas. Ah, c'est ça que peut-être que Sacha il disait, de toute façon Claude est mort, mais c'est peut-être est-ce qu'ils sont down, non? Je sais pas. Ouais, non, c'est pas mieux. Hein. On a le même résultat. Mais ça doit être dû à l'envoi de pièces jointes par. Ouais, je pense que c'est l'analyse de PDF qui pose souci là. C'est le type de pièce jointe, clairement. Je retente un coup avec là. Ouais, c'est marrant, là, il renvoie même carrément rien en numéro de téléphone et puis en email, parce que bon, alors, vaut mieux qu'il renvoie rien que d'halluciner comme il m'a fait une paire de fois. Mais, Donc voilà, petit cas RH d'utilisation de l'IA privée. Ouais. Je te laisse prendre la suite, Marco. Oui, si tu veux, moi j'ai un derrière exemple d'un contexte un petit peu RGPD avec des tickets, une notion de tickets qui sont envoyés sur un support et potentiellement des clients qui envoient plein d'infos un peu confidentielles dont peut-être que le technicien de support n'a pas besoin d'avoir accès. Et du coup, l'idée, c'est un peu de pseudonymiser finalement le contenu. Est-ce que, alors, du coup, je t'ai partagé mon écran, je ne sais pas si tu peux le mettre. Je l'ajoute. Ah ben, on l'a fait en même temps, je crois. Ouais, alors, il va t'ajouter 2 fois. Du coup, donc c'est juste une table ticket avec, du coup, quand on envoie un ticket, il y a un objet, un contenu. Ça, c'est du coup le formulaire, un formulaire avec juste objet et le contenu. Et l'idée, c'est de prendre le contenu et de le pseudonymiser. D'une part, il y a 2 choses, faire ça. Et deuxième chose, c'est aussi de prioriser le ticket automatiquement avec les 3 valeurs. Donc, je crois que j'ai mis priorité faible, moyenne et haute. Et derrière, bah, lui, le technicien, quand il va traiter, il va traiter uniquement le ticket avec le contenu qui est pseudonymisé et il a l'accès à la priorité. Et du coup, pour ça, du coup, il y a 2 automes avec enfin 2 automes, une automatisation avec 2 actions IA. Donc là, c'est ce qui va se déclencher lorsque le formulaire est soumis. En première fois, donc on demande à une IA privée aussi. Donc là, j'ai pris le Mistral Small 24B. Je lui ai demandé du coup, je lui ai donné le contexte qui était expert analyse ticket support. Je lui ai dit qu'il doit pseudonymiser ça. Je lui ai donné un exemple de ce que j'attends quand il y a un ticket comme ça, de ce qu'il doit me renvoyer en termes de pseudonymisation. Et du coup, ça, je l'écris dans le champ de réponse contenu pseudonymisé. Et après, du coup, je crois que j'ai pris un autre modèle, je sais plus, un peu plus light, il me semble, pour l'autre partie de priorisation. Là, je lui donne le contenu du ticket et avec l'objet aussi, parce que c'est l'objet peut rentrer en ligne de compte pour prioriser. Et je lui dis effectivement qu'il doit me sortir une valeur uniquement parmi la liste des valeurs faibles, moyennes et hautes. En général, quand on met un crochet, c'est des tableaux de valeurs qui s'y retrouvent pas mal quand on met des crochets, prendre une valeur parmi cette liste-là.
Et je lui dis que c'est en cas de doute qu'il me renvoie la priorité moyenne. Alors, donc il y a 2 actions. Parce que je ne voulais pas faire les mêmes actions, faire la même action dans faire à la fois la priorisation et la pseudonymisation dans une action IA avec une sortie JSON. Derrière, on est en termes de résultats. De toute façon, quand on demande 2 choses distinctes, ce n'est pas forcément l'idéal. Et là, du coup, si on teste maintenant, donc si je me mets en mode formulaire, hop, le formulaire, hop, partager le formulaire, hop, je vais l'ouvrir ici, et je vais prendre un exemple de ticket, par exemple, une personne qui n'arrive pas à accéder à un portail RH. Je prends l'exemple, et alors cette personne-là, elle envoie quand même pas mal de données. Elle envoie son email, sa date de naissance, le mot de passe de son compte même, carrément. Ouais, Voilà. Ah, pourquoi pas, ouais. C'est Sophie 2024. Bon, il n'est pas hyper sécurisé, mais quand même. Donc là, du coup, je sauvegarde. Donc là, ça va déclencher l'automatisation avec 2 actions. La première, ça va être de pseudonymiser, et la deuxième, ça va être de prioriser. On va voir ce que ça donne. Donc le contenu, ça c'est le contenu que j'ai saisi. Et du coup, le contenu pseudonymisé. Donc je lui ai dit de pseudonymiser pas tout, de garder quand même le minimum vital. En l'occurrence, il a quand même gardé le matricule. Et certaines informations qui vont permettre quand même aux techniciens de traiter le ticket. Parce qu'au début, je lui ai dit, tu pseudonymises, j'ai testé et il a enlevé toutes les infos. Mais derrière, il ne savait pas qui c'était, ni le service, ni le lieu, ni la date. Du coup, c'est toujours pareil, il faut trouver le curseur entre les deux. On ne pouvait pas faire… c'est pour ça que ma demande n'a jamais été traitée. Ouais, c'est ça. Et là, les priorités, il a mis haute par rapport… parce que par a priori, la personne est bloquée. Est-ce que j'ai un autre cas où on pourrait tester peut-être alors, hop. Alors, on va tester un autre pour voir. Je vais leur soumettre le formulaire avec un autre exemple de demande. Hop. Voilà. Tac. Si je teste ça, où là, j'ai pareil un email, d'autres emails, et qu'est-ce que j'ai comme info? Je ne mets pas bonjour. Hop. J'ai moins d'infos. On va voir si effectivement l'email, est-ce qu'il va le garder ou pas. On va tester. Je n'ai pas testé celui-là. On va voir en live. La priorité pour moi, ça devrait être quand même un peu moins haut. J'aurais mis moyen comme ça en lisant, mais on va voir. Ah non, c'est haute aussi. J'ai l'impression qu'il répond haut pour tout, quoi. Et là, derrière, hop, effectivement, donc l'email. Donc il a masqué l'email. Il a considéré que le fichier, c'était pertinent. Mais par contre, il a masqué le contenu de l'email. Ouais. Et il a mis ça en haut aussi. Un fichier par erreur contenant des informations personnelles. Ah oui. Un client signale avoir envoyé par erreur un fichier avec des informations personnelles. Oui, donc effectivement, ça peut être priorité haute aussi, quelque part. Après, toujours pareil, mon prompt pour les priorités, je pense qu'il n'est pas assez détaillé. Il faudrait vraiment expliquer, donner des exemples. Cet exemple-là, ça c'est haut pour telle raison, c'est moyen pour telle raison, c'est faible pour telle raison. Parce que sinon, en général, on est quasiment tout le temps dans des moyens ou hauts. C'est rare qu'ils mettent faible. C'est comme les clients, quoi. Que je vois qu'ils te demandent quelque chose, c'est toujours urgent. La priorité, je ne mets pas le champ dans le formulaire, sinon ça ne sert à rien. C'est autant mettre haute tout le temps. Absolument, nos clients, si c'est urgent, pourtant c'est toujours important, normal. De toute façon, on les demande quand elles arrivent dans les services support, elles sont forcément traitées en faible. Il n'y a jamais rien d'urgent. Ou alors tout est urgent, mais ce qui arrive au même, si tout est urgent, ça veut dire rien n'est urgent, quoi. Donc ça, c'était un autre exemple, effectivement, où l'IA privée est intéressante, notamment quand on reçoit des données qui peuvent être forcément très liées au RGPD, des adresses, des numéros de téléphone, des emails. Donc ça, c'était pertinent ce cas d'usage par rapport à ça pour moi. Même c'est marrant d'anonymiser comme ça. C'est vrai qu'à des moments, tu as des infos que tu veux transmettre, mais que tu veux pas qu'il y ait de données perso, mais c'est juste pour des fins de traçabilité ou autre, toi en interne ou autre. C'est vrai que c'est pas mal ça. Mais effectivement, le souci, c'est quand même de conserver un minimum d'infos pour pouvoir traiter la demande, parce que sinon, on a quelque chose qui est… Ouais, quand je l'avais traité au début… Ouais, parce que si tu sais pas recontacter la personne qui a formulé la demande, c'est dommage. Ah bah oui, mais voilà, c'est ça, c'est pour ça. En général, effectivement, si tu as besoin de pouvoir la contacter, c'est quand même bien de pouvoir garder le mail, quoi. Une petite question de X752. Question sur le RGPD, vu que c'est l'utilisateur qui transmet l'information, pourquoi anonymiser? C'était pour dire,
t'envoies ça à d'autres services, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir l'email de la personne, ils n'ont peut-être pas avoir l'utilisateur, personnel. il te soumet l'information, donc ça peut rester chez toi. En l'occurrence, c'est TimeTonic, c'est hébergé en France, c'est pas forcément un problème en soi. C'est juste qu'il n'a pas forcément envie que ces informations, ces données-là soient envoyées potentiellement dans un cloud américain. Et voilà, si on veut être sûr de ne pas envoyer cette information-là ailleurs, c'est un peu ça l'intérêt du coup. Ou alors, il faudrait Après, c'est sinon vrai donner un petit texte. Attention, vos informations peuvent être étudiées. Je sais pas, des fois, il y a des textes comme ça aussi. Hein. Ouais. Non, mais en tout cas, ça donne des idées. Après, c'est vrai que moi, je trouve les cas d'usage d'IA ça doit venir des métiers, quoi. Enfin, c'est en faisant des trucs de métier, travailler avec des clients, que tu te rends compte des cas d'usage réels qu'il y a pour ces gens-là. Parce que les cas d'usage, ils tournent un peu toujours autour de la même chose, mais suivant le contexte et suivant ce que tu fais, ils peuvent être beaucoup plus pertinents ou pas, tu vois. Et c'est vrai que il y a des cas où je trouvais ça super intéressant et en fait, quand on les met en pratique chez le client, c'est pas ouf. Et inversement, il y a des trucs où c'est très pertinent, ça leur fait gagner beaucoup de temps alors que c'est presque anodin en traitement, quoi, tu vois. Ah oui, clairement, ouais. Mais c'est pas facile à c'est vrai trouver que des cas d'usage. ouais, le cas d'usage qui revient quand même souvent, c'est l'analyse de documents pour récupérer des infos et puis, dans un second temps, traiter cette information. Donc, faire Extraction, synthèse, c'est ça, extraction ouais, de données, synthèse. Pareil, c'est en cloud, j'avais un truc, un client, il avait des formulaires papier qui était obligé de garder papier parce que les personnes-là, comme ça qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai qu'avec une IA souveraine, où il y a les noms des personnes, c'est du truc public et tout ça, ben là, tu te dis, tu as ça, tu peux faire le traitement complet. Et tu mets tout en bas, ces formulaires qui se retapaient à la main avant, c'est comme des formations, si tu veux, et donc ils ont dit 30 personnes à chaque fois, etc. Donc tu te dis, putain, le temps qu'ils peuvent gagner quoi, avec une IA bien calibrée et tout ça, ça peut être vachement intéressant. Après effectivement, faut trouver un peu le bon compromis. Dans l'exemple que tu avais pris, Jérôme, la somme des heures et cetera. Si on veut que ce soit fiable, on a peut-être quand même intérêt à utiliser les liens entre les tables et des vraies formules TimeTonic plutôt que de les faire calculer par l'IA. Je pense qu'il y aura moins de même si, Donc les formules, on est sûr que c'est fiable à 100%, alors que ouais. le reste, même si ça peut être 99%, ce sera jamais 100, quoi. Surtout si tu touches à des données, que c'est des nombres d'heures travaillées, qui ont un impact sur le salaire, qui ont un impact sur des choses comme ça, bon, Voilà, oui. c'est quand même pas mal de viser le 100% là. C'est pour ça que les IA sont très puissantes, mais c'est pas déterministe. Donc, pour certains types de tâches, il faut mieux utiliser des automatisations, des trucs standards, des formules, etc. Et tout ce qui est un peu, t'as pas besoin que ça soit déterministe, là, tu utilises l'IA, c'est très concret parce il peut avoir beaucoup de données d'un coup et de se ressortir quelque chose de très concret, quoi. Ouais. Toi, tu parlais, ne serait-ce que du scan de feuilles d'heures, là, comme tu disais. Si jamais les heures sont saisies de manière, sont du coup manuscrites, c'est les gens qui écrivent sur la feuille, parce que ça existe encore, les papiers puis les crayons. Ouais. Du coup, en traitement par IA, moi j'ai vu les écritures qui étaient vraiment difficiles à lire, où là il fallait presque quand même une validation quand même du traitement avant de dire ok, cette feuille-là elle est bien quoi, elle est bien traitée. Ouais, c'est Donc un ça, sujet que j'ai en cours avec un client. On l'a fait par app mobile, toute la saisie d'heures, mais au moins ça facilite ces choses-là, ça évite les erreurs de saisie. Parce qu'au début, ils voulaient garder le papier, mais les traiter avec de l'IA, mais je leur ai dit, ouais. déjà plus sur les chantiers, les gens, tu vois bien comment ils peuvent noter. Des fois, ils sont contre un mur, ils vont écrire un truc. Alors, des fois, tu sais très bien que le traitement, il va être faussé, quoi. Ton Ah 3 ouais. qui ressemble à un 9 ou un 8 ou des choses comme ça, entre le 7 et le 1, Et Mistoph, il dit, vous avez testé l'océan. Ouais. Ouais. Excuse-moi, j'ai dû faire en même temps que toi.
Ben après, il y a le module OCR de Mistral qui est dans TimeTonic en automatisation. Là, ça marche super bien, je trouve, parce que moi, j'utilise pour des documents et tout ça, ça extrait super bien les données. Là-dessus, c'est très pertinent. Et si tu parlais de plus en général, l'OCR, de manière générale, même sans IA proprement dit, hein, avec des services d'OCR, etc., sur du manuscrit, j'ai jamais trop essayé, moi. Je sais pas si vous avez déjà essayé. De l'OCR sans IA, le problème, enfin, ce qu'a apporté l'IA à l'OCR, c'est surtout la capacité de traiter des documents pas structurés de la même manière. Parce que l'OCR, ça fait des années que ça marche, mais il fallait quand même cadrer tout ça en disant, bah tiens, mon champ, il se trouve à cet endroit-là, etc. Ouais, globalement, oui. Donc, ouais. Alors que là, on arrive à traiter des factures qui ont des positionnements différents, enfin des feuilles d'heure un peu différentes, etc. C'est plus. Je fais celui des commandes fournisseurs. C'est vrai que les données sont vraiment partout. Tu as des trucs où ils font les remises, ils mettent pas le prix, toi, non remisé. Enfin, tu vois, tu as tellement de cas différents sur une commande fournisseur que tu te dis, putain, puis il est assez pertinent, franchement, là-dessus. Pour l'instant, c'est déjà public, en attendant qu'on a ce qu'il faut en IA privé, mais c'est super pertinent, quoi. Il faudrait des bons de commande fournisseurs en JSON aussi. Ouais, c'est ça. Comme la facture électronique, en gros, c'est en gros les commandes. Ouais, peut-être qu'après, il y aura des. Ouais. C'est vrai, quelque part, c'est dommage des fois d'avoir des standards de données et d'utiliser des outils super puissants pour, tu vois, pour restructurer de la donnée non structurée. Alors que des fois, elle pourrait l'être, mais bon, c'est pas toujours simple. Il faudra un nouveau format de fichier PDF et dedans, il y a les JSON de la donnée, tu vois, dans chaque PDF, tu vois, comme ça. C'est pour ça qu'il y a les échanges qu'il y a l'EDI, etc., pour standardiser aussi des échanges entre les boîtes, quoi, sur des. Ouais, c'est sûr. Donc, souvent sur des process métiers un peu plus spécifiques. Ouais, après, c'est plutôt les grosses entreprises qui ont de l'EDI, c'est en liaison avec des grosses entreprises. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire, il me semble. Ouais. Je sais pas s'il y a des questions ou des cas qui vous intéresseraient de savoir si ça peut être bien ou pertinent de les traiter du coup avec l'IA TimeTonic ou surtout avec l'IA privée, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est pas mal parce qu'on a montré des cas un petit peu différents. Moi, des cas qui marchent un peu moins bien. Oui, le nombre de crédits, on n'y a pas accès encore en tant qu'utilisateur pour savoir combien il t'en reste des crédits, je crois. C'est ça, pas encore. Si, tu l'as ? Non, il n'y a que le propriétaire de l'espace qui a accès. Ouais, c'est compte société, ok, c'est ça. Ouais, quand tu es utilisateur, il n'y a vraiment que le propriétaire de l'espace. Même si tu es admin de l'espace, tu n'y as pas accès. Et puis, oui, à savoir si on a épuisé, si on a des automatisations qui utilisent des crédits IA et qu'on n'a plus de crédits IA TimeTonic, le traitement ne se fait pas, mais par contre, l'automatisation n'est pas arrêtée, ce qui veut dire que dès le début de la période de facturation suivante, ça repart normalement. Toi, tu reçois une alerte, je crois, quand tu n'es pas classique, quand tu es près du quota. Oui, puis par contre, on a des alertes. Alors, je ne sais plus les seuils, ça doit être peut-être 80 et puis 80% et puis 90 ou quelque chose comme ça. C'est vrai que TimeTonic aussi, ils offrent justement déjà des crédits. Ça, faut en parler quand même. Ils offrent quand même un certain nombre de crédits directement avec les abonnements. Suivant le niveau d'abonnement, tu en as plus ou moins. Ça, c'est quand même top parce que je vois avec des clients où j'étais obligé de leur faire créer des comptes Mistral ou autre. Déjà, il faut gérer, faut qu'ils créent le compte, il faut qu'ils soient approvisionnés le compte. C'est un peu galère. Et pourtant, j'avais pas beaucoup de traitement en fait. Que là, maintenant, c'est vrai que ça s'incorpore dans la licence TimeTonic et c'est top pour eux, ils sont super contents. Pour la formation aussi, effectivement, tu n'as pas besoin de faire créer de mettre des clés API, ils peuvent directement tester comme ça.
Et en plus, eux, ils sont multi-sociétés, si tu veux, ils devaient répartir les coûts, ils voulaient voir. Ah oui. Là, ça simplifie beaucoup la chose, quoi. Tu commences à avoir du monde derrière. Au moins, c'est dans l'abonnement. Oui, alors je ne sais pas si c'est déjà activé ou pas, mais en sachant qu'on pourra racheter des crédits IA Time Tonic. Si jamais on veut pas avoir un abonnement en plus à Mistral, à Anthropic ou autre, pour rester vraiment sur les crédits Time Tonic et puis avoir une seule facture. Et je me demande Après, qu'en business, quoi, à mon avis, ça, non? ouais, je pense, ouais. Après, il faudra voir aussi le coût, comment ça, enfin, voilà, comment ça va être impacté, mais bon. X752. Pour la facturation numérique, il nous semble qu'il y a eu des réformes et qu'ils ont défini un standard. Peut-être qu'il y a des trucs à exploiter, des patterns, etc. Je sais pas, ouais, au niveau de la facture X, il y a des standards qui ont été créés d'échanges, mais c'est des échanges vraiment par rapport aux factures, j'imagine. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un standard d'information de transit au niveau ça, parce que c'est même pas des PDF qui transitent, c'est vraiment que du format informatique. Il y a quand même, on va dire, l'équivalent de la pièce jointe, mais c'est surtout le côté informatique qui a été standardisé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est que j'étais pas sûr, j'avais peur de dire des bêtises, mais oui, c'est du XML. Ouais. Mais c'est ça, après, c'est vrai que. Il y a que Marco qui lit le XML. Lui, le PDF, il sait pas lire. Tout est écrit en même temps. Et t'écris tout en XML, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils sont restés à du XML quand même, pour un truc aussi récent quand même. Ouais, mais ça date un peu, hein, je pense. Cette truc Facture X, ça date quand même. Hein. Enfin, c'est pas. Ouais. Le design existait déjà et on va dire il est plus à 10. Enfin, moi je l'imagine comme ça. Après, j'ai peut-être pas. Mais ça venait peut-être des web services qui étaient petits SOAP qui utilisaient plus XML, je pense, et qui ont dû. Enfin, moi, il y a des trucs des trucs comme ça. Oui, je pense que c'est plus des. C'est les anciens qui ont décidé ça. Ah, si c'était des anciens, ça serait du binaire. Hein. Ouais, après, je sais pas, l'avantage, inconvénient un petit peu d'utiliser l'un ou l'autre des formats. JSON, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça plus lisible, mieux structuré. Enfin, c'est plus visuel assez souvent que l'XML. Ouais, mais après, est-ce que du coup, c'est pour les traitements après? Est-ce que je sais pas. Enfin, voilà, je sais pas. Hein, je pose la question plus qu'autre chose parce que j'ai pas la réponse du tout. Mais... Ouais, je sais. Là, pour Facture X, je sais pas du tout. Ou Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens services qui sont en XML et c'est pour ça qu'ils ont gardé du XML, je pense. Hein. Il y a une grande chance. Hein. Ils ont lancé le dé, ils ont dit ah tiens. Si c'est tout bon, je pense que, comme disait Marco, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet, de ce qu'on voulait, enfin du sujet non, mais au moins de ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. La prochaine émission, ça sera du coup jeudi 4, normalement, c'est ça, jeudi 4 juin. Ouais, jeudi 4 juin, donc thème à déterminer. Hein. Comme d'habitude. On conclut souvent par la même chose. Rendez-vous dans un mois. On ne sait pas encore de quoi on parle. Rendez-vous dans un mois. On sait quand, mais on ne sait pas de quoi encore. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en un mois déjà aussi. Donc, Ben ouais, on peut avoir des nouveautés Time Tonic qui nous font un peu parler ensemble. Il va y en avoir au moins une d'ici là, je pense. Ah oui. Ouais, normalement. On verra, mais normalement, ouais, ça devrait. Ouais. Et bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci à tous. Bientôt. Bon après-midi, bonne fin de semaine. À plus. Salut.